Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on fait le point hebdomadaire. J'ai repris le cycle habituel, avec le format habituel plutôt, sur les crypto-monnaies. Donc là, je vais vous parler des ETF Bitcoin, des ETF Ethereum, Solana. Je vais faire le point sur, bien sûr, l'aspect, ça fait longtemps, hein, macroéconomique du Bitcoin avec les cycles passés, les chiffres passés, sur notamment les pourcentages de variation et de performance du Bitcoin par le passé, notamment dans les années post-halving. Je trouve ça intéressant de voir parce que je pense que là, avec l'arrivée des institutionnels, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos, le cycle a peut-être changé. On n'est plus dans une même configuration, il n'y a plus les mêmes liquidités, avec la même temporalité, etc. Et donc je trouve que ça va être intéressant de voir également les chiffres là pour août, ce que ça peut donner. Ensuite, je continuerai avec VeChain, bien évidemment, toujours, et Ondo, le RWA, et j'ai également mis la main sur un site très intéressant que je vous partagerai, je vous mettrai en lien de la vidéo en commentaire, en description, pour que vous puissiez aller voir même en temps réel l'évolution des chiffres du RWA et l'explosion nucléaire que c'est, et analyser par vous-même et vous faire votre propre opinion, parce que c'est toujours le plus important là-dedans, c'est que vous puissiez vous faire votre propre opinion sur absolument tout. Voilà. Et sinon, écoutez, on passera ensuite, comme vous connaissez, je passerai aux actualités crypto plus générales. Je parlerai d'Ondo, XRP, évidemment un petit peu XRP, pas beaucoup de nouvelles. Et bien sûr, en fin de vidéo, les actualités économiques, où là, avec les tarifs douaniers de Trump et l'Europe qui part en vrille, faut le dire, il y a pas mal de choses à dire. Bon. Et bien voilà, si vous êtes chaud, voilà le programme de la vidéo. Écoutez, je vous invite à vous caler tranquillou, petit café, petit sandwich, peu importe, confort. Et puis c'est parti. Donc je commence avec le rapport de Farside Investor, comme vous connaissez sur les ETF Bitcoin Spot. Et regardez, alors là, on a eu une correction massive, clairement, puisqu'on a eu entre 31 et le 1 août, en fait, plus de quasiment 1 milliard de dollars de capitaux qui sont sortis du marché des ETF Bitcoin Spot. Alors voilà, là c'est intéressant parce que, encore une fois, c'est une correction. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est le bear market? Eh bien, moi, je donne mon avis, mon opinion directement, non. Et d'ailleurs, je vais vous présenter derrière pourquoi, avec d'autres indicateurs, d'autres données, d'autres informations, pourquoi, à mon sens, ce n'est qu'une correction passagère, prise de profit ou liquidation, peut-être des longs, où vous savez, quand tout marché, de toute façon, ne peut pas aller en ligne droite vers le haut ou vers le bas. Il y a toujours des variations, des prises de profit, des rachats, bref, donc c'est normal. Donc là, c'est vrai que ça faisait un petit moment que le Bitcoin était plutôt vers le haut, que le marché haussier, on va dire, était trop haussier, justement, sur les crypto-monnaies. Donc, une correction, c'est plutôt sain dans ce contexte-là, et personnellement, ça ne me fait pas du tout peur dans ce contexte-là. Par contre, si dans les semaines qui viennent, ça continue cette tendance, et qu'on ait tous les jours des chiffres à moins 100 millions, moins 500 millions, moins 800 millions, là, il faudra effectivement se poser des questions sur l'avenir du bull run en fait. Mais pour l'instant, vraiment sur 2 jours, c'est rien. Même si c'est impressionnant, parce que là, je vous rappelle que le 1 août, avec 812 millions de sorties de capitaux sur le Bitcoin Spot, je crois que c'est la deuxième pire journée de sortie de capitaux. Mais après, ça a relativisé. Pourquoi? Parce qu'on a eu une telle montée de capitaux qu'on est toujours encore à 54,14 milliards de dollars injectés au total en positif sur ces ETF-là. Donc c'est loin d'être la fin des haricots, clairement, et on est loin d'être à des niveaux de correction qu'on avait connus il y a 2 ou 3 mois. Bon, donc rien de méchant. Et Ethereum, ouais, Ethereum, c'est encore moins pire, entre guillemets, puisqu'on a eu qu'une seule journée au 1er août de 152 millions de dollars de sortie. Voilà, tout le reste, regardez-moi ça, tout le reste, c'est du positif et même du archi positif. On est même à 9,5 milliards au total de dollars injectés sur ETF Ethereum Spot, qui fait qu'on est, malgré cette dernière sortie, cette dernière correction là de 152 millions de dollars de capitaux sortants, eh bien on reste sur une semaine positive. Contrairement au Bitcoin, on est sur une semaine négative. Voilà, donc là aussi c'est intéressant de voir que la rotation de liquidité est telle
qu'aujourd'hui, c'est plus intéressant, même sur les ETF, de miser pour les institutionnels sur Ethereum plutôt que sur Bitcoin. C'est ça que ça veut dire en fait. Donc Ethereum est plus attractif aujourd'hui que Bitcoin. Et donc ensuite, en dernier lieu, Solana, hein, le petit dernier, le bébé, si je puis dire, au niveau des ETF, qui n'a pas bougé. Vous voyez, c'est que du positif. Mais après, les capitaux sont tellement faibles que évidemment, là, on est à zéro. Ça paraît plutôt logique, plutôt que des flux sortants. Mais là aussi, on constate que même à cette petite échelle, eh bien, sur les altcoins, c'est un peu le même profil qu'Ethereum. Les investisseurs n'ont pas investi, mais n'ont pas sorti leurs capitaux, n'ont pas vendu, quelque part au niveau institutionnel. Donc aujourd'hui, on a plus de confiance en fait sur les marchés des altcoins, au final, hein, de la part des institutionnels, que sur le marché du Bitcoin. Voilà. Ou alors, c'est juste, c'est pas une... Moi, au fond, c'est pas un aspect de confiance, c'est plutôt un aspect de prise de profit. Le Bitcoin est très haut. Donc aujourd'hui, comme le Bitcoin a déjà atteint un nouvel ATH plusieurs fois avec en ligne de mire les 120 000, on dépasse même les 125 000 $. Bon, prise de profit par les institutionnels, c'est pas déconnant parce que je rappelle que les institutionnels ne raisonnent pas comme les particuliers. Ils ont une temporalité qui est beaucoup plus longue et également des enjeux obligatoires de prise de profit à un moment ou à un autre. Donc, pas pareil. Et par contre, sur Ethereum, eh bien, on n'a pas atteint une nouvelle ATH. Au contraire, on a même eu une descente aux enfers là, pendant quelques mois sur Ethereum, même que moi-même je me pose la question, bon, est-ce que ce projet il va pas couler, tellement que même au niveau technique, c'était pas encore au rendez-vous et tout. Mais là, avec les mises à jour prochaines qui arrivent, c'est vrai que Ethereum peut revenir dans la course, même sur l'aspect de scalabilité, etc. Bon, c'est encore un autre sujet, mais très important malgré tout pour l'avenir et la modernité de la blockchain Ethereum. Mais voilà, aujourd'hui, un peu où on en est. Donc, est-ce que c'est la fin du monde? Ben non. Hein, vous connaissez mon opinion. Et je vais vous dire pourquoi, toujours avec des articles intéressants maintenant que je vais vous passer. Notamment un article déjà de cryptost.fr. Les prêts immobiliers, retraite, exemption fiscale, comment Donald Trump compte intégrer les crypto-monnaies à la vie quotidienne des Américains. Voilà, donc ça veut dire que là, aujourd'hui, et là encore, ça, ce n'est que les propos de Donald Trump, mais on va encore plus loin. Je vous montre les articles dans les actualités crypto plus générales. On va parler même tokenisation, etc., mais de la part de la Maison-Blanche. Voilà. Donc là, on est aujourd'hui, en fait, à un tournant. On voit bien que, alors, le projet est en train de démarrer, entre guillemets, et que la volonté, en tout cas, des politiques américains maintenant, avec Donald Trump et son administration très pro-crypto, eh bien, tout simplement, c'est de révolutionner l'aspect économique de la finance traditionnelle par un Wall Street 2.0 avec la tokenisation de la blockchain au milieu. Voilà, c'est ça en fait, si on traduit notamment les propos de Donald Trump. Donc, quand on voit notamment le Bitcoin et même les prix du Bitcoin qui vont à la hausse ou à la baisse, en fait, au final, peu importe. Parce que la finalité, c'est qu'on est, ce que je dis depuis très souvent hein, dans les vidéos, pour ceux qui ont suivi, vraiment que je suis depuis un petit moment ma chaîne, que je remercie au passage, hein, toujours, je vous fais la bise, hein, vraiment, je vous remercie pour le soutien, les likes, les commentaires et tout, ça fait super plaisir. Eh bien, ce que je dis tout simplement dans les vidéos, c'est qu'à ce niveau-là, le Bitcoin, la crypto-monnaie, la blockchain, c'est plus qu'un simple moyen de protéger aussi son épargne, bien sûr, contre l'inflation, etc. Mais c'est aussi une technologie. On est sur une technologie qui est plus puissante même que pour moi, hein, après c'est mon avis, que la révolution industrielle combinée avec l'arrivée d'Internet dans les années 2000. Voilà, parce que là, on est en train de révolutionner absolument tous les pans de notre économie, mais pas que la finance, c'est-à-dire monétaire, économique, telle qu'on la connaissait. On est également sur même l'économie physique, avec la tokenisation, la digitalisation. On mélange en fait la propriété d'un objet physique avec la propriété numérique, notamment les NFT par exemple. Voilà. Donc tokenisation par exemple sur l'immobilier, eh bien avec un NFT d'une maison avec sur la blockchain, eh bien permettra de garantir la propriété numérique et physique pour une personne donnée. Voilà, avec au passage la suppression des intermédiaires comme les notaires, les avocats, tout le tralala que vous connaissez, qui se gavent bien au milieu, hein, malheureusement, et pour le bien des notaires et avocats, mais pour le malheur, bien sûr, des citoyens hein, qui galèrent à payer toutes ces charges, surtout quand on voit en France maintenant les droits de succession à 60%. Bon bref, là je m'égare un peu, mais je pense que c'est un peu le sujet aussi du moment, quoi. Bref.
Allez, je continue avec un article de cointribune.com. Metaplanet veut lever 3,7 milliards de dollars pour acheter du Bitcoin. La firme japonaise Metaplanet passe à la vitesse supérieure. Elle prévoit d'émettre jusqu'à 3,7 milliards de dollars d'actions pour financer une stratégie d'accumulation massive de Bitcoin. Donc, on voit bien que les sociétés comme Stratégie de Michael Saylor, Metaplanet maintenant au Japon, mais également d'autres sociétés, et je pense même qu'on a d'autres sociétés où on n'a jamais entendu parler le nom au niveau mondial, qui, dans les mois qui viennent, vont annoncer qu'elles veulent diversifier leur trésorerie dans le Bitcoin, ou acheter, ou lever des fonds, etc., pour acheter du Bitcoin. Donc ça va être une course, au final, on est vraiment en train d'assister à une course à qui peut acheter le plus de Bitcoin. Mais ça n'empêche pas qu'au fur et à mesure de cette course, eh bien, il y a des acteurs qui prennent des profits, parce que l'enjeu, bien évidemment, pour une entreprise, c'est également de faire du pognon, hein. On n'est pas dans un monde de bisounours, donc c'est pour ça qu'on aura toujours des phases de correction, même sur les ETF, Bitcoin, avec des sorties de capitaux qui peuvent aussi, non pas vouloir dire une prise de profit, mais également une rotation de la liquidité vers les altcoins et vers d'autres actifs. Voilà, ça aussi c'est intéressant à noter, et ça peut aussi expliquer pourquoi dans les ETF Bitcoin Spot, on a une grosse sortie de liquidité qui est moindre quand même sur Ethereum. Voilà, peut-être que certains des capitaux sortants de Bitcoin sont allés en fait se diriger vers les ETF Ethereum. Ou voir prochainement, quand il y aura les ETF XRP, ben ça ira vers les ETF XRP ou autres. Voilà, donc ça c'est quelque chose également que je pense qu'il faut anticiper là-dessus pour ne pas paniquer à chaque fois qu'on aura des sorties de capitaux sur les ETF Bitcoin. Allez, je continue. Donc là, vous voyez pourquoi personnellement je reste ultra bullish. Donc là, Cointelegraph France, 99% des directeurs financiers prévoient d'utiliser les cryptos à long terme. Une enquête menée par Deloitte révèle que 99% des directeurs financiers de grandes entreprises prévoient d'adopter les crypto-monnaies sur le long terme. Près d'un quart envisage une intégration d'ici 2 ans. Donc, c'est exactement ce que je vous disais au préalable sur le fait que les entreprises, aujourd'hui en tout cas les grosses entreprises, qui ont des armées, hein, faut le dire, d'analystes financiers, d'économistes et de stratégistes, enfin par exemple les directeurs financiers, qui sont obligés de se pencher au minimum sur la question de qu'est-ce que c'est le Bitcoin. Et le problème, que quand enfin, pas un problème, plutôt un avantage, c'est quand on comprend comment fonctionne le Bitcoin, comment fonctionnent les monnaies, donc fiat, euro, dollar, ben on comprend que la valeur des monnaies comme le dollar, l'euro, n'ont pas de bottom, entre guillemets, n'ont pas de plus bas limite, plancher, puisque leur création est infinie par les banques centrales. Donc, comme le Bitcoin, lui, par rapport aux monnaies fiat, a un supply maximal fixe, eh bien, sa valeur est infinie, en fait, par rapport aux monnaies fiat qui, elles, n'ont pas de limite vers le bas. Voilà. Donc, quand on comprend ce principe-là, eh ben, le seul bouclier qu'on a contre ces monnaies shitcoin, hein, si je puis dire, c'est l'or, l'argent, mais également maintenant le Bitcoin. L'or, l'argent, je vous l'ai déjà dit, c'est bien, c'est tangible, mais ce n'est pas pratique pour une mondialisation telle qu'on la connaît numérique aujourd'hui. Donc, il reste le Bitcoin, en tout cas pour les entreprises. Parce que je vois mal une entreprise comme Metaplanet investir, ou même Stratégie, investir dans l'or avec des coffres en Suisse ou machin à sécuriser, ouais, c'est plus compliqué, logistiquement parlant. Donc, le Bitcoin, c'est la solution idéale, numérique et pratique. Bon. Donc, c'est pas étonnant que 99% des directeurs financiers qui sont penchés sur la question au minimum, eh bien, décident qu'effectivement, tôt ou tard, il faudra, et plutôt que tard, hein, on le voit bien avec près d'un quart qui envisage l'intégration d'ici 2 ans, eh bien, achètent de la crypto-monnaie. Et là, quand on dit prévoit d'adopter la crypto-monnaie, on a compris qu'en premier lieu, forcément, c'est le Bitcoin. Ah ben oui, c'est logique. Donc, et Ethereum, bien sûr, enfin les plus gros, quoi. Ils vont pas miser sur le même coin qui est en position 10 000 sur la liste du market cap, quoi. C'est clair. Bon, donc vous voyez pourquoi en fait on est qu'au début. On est qu'au début de l'adoption du Bitcoin, des crypto-monnaies. C'est clair. Les entreprises vont y aller très rapidement et on parle d'ici 2 ans. Vous voyez, on va avoir des grosses nouvelles encore, j'en suis persuadé. Maintenant, comme je vous disais voilà, en début de vidéo, ça fait un moment que je n'ai pas montré ce graphique avec notamment donc, les performances, les retours de performance sur le Bitcoin par mois et avec un échelon de temps annuel. Donc vous voyez que là, ce qui est intéressant, c'est soulevé par H Crypto que vous pouvez voir ici, c'est qu'il fait le bilan
le tableau de performance, là, par exemple, sur tous les mois, mais sur l'année post-halving. C'est-à-dire, par exemple, on a eu un halving en donc 2013, ou un an 2012, pardon, 2000, ouais, 2013, je sais plus. Non, c'est 2012, pardon. On a eu un halving en 2016, un halving en 2020 et un halving en 2024. Et donc, bah là, on est en août post-halving, un an après le halving, donc en 2025, et on voit que là, pour l'instant, on a une performance négative puisque le Bitcoin a corrigé. Mais on n'a pas une correction quand même phénoménale. On parle d'une correction, alors là, c'est moins 1,64% parce que c'était au 2 août 2025. Mais là, le Bitcoin, je crois qu'il a fait un moins 4 ou moins 5%, il me semble, hein, de mémoire, je ne sais pas les chiffres exacts, mais il nous a pas fait un moins 20%. Donc là aussi, on temporise. C'est-à-dire qu'on a une correction, on a l'impression que c'est la fin du monde, mais non, le Bitcoin nous a juste fait un moins 2, moins 5% maximum. C'est pas la panacée, quoi. Bon. C'est juste que comme il est à des hauteurs, il est à 115, 120 000 dollars, bah forcément 1%, 2% de 120 000 dollars, bah si on fait le calcul, ça fait déjà entre 2 et 3 000 balles. Donc effectivement, les variations sur un portefeuille, à ce niveau-là, ça va aller de plus en plus fort à la moindre variation de pourcent. Donc par contre, ce qui est intéressant, voilà, que soulève H-Crypto, c'est qu'à chaque mois d'août post-halving, eh bien normalement, le Bitcoin nous fait une belle performance positive. Donc est-ce que août va être l'exception à la règle ou va confirmer la règle? Eh bien moi, je suis très curieux, mais je ne serais pas étonné que ce ne soit pas le cas. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la configuration, à mon sens, identique à celle des cycles passés. On a vu qu'on n'a pas vraiment de alt season pour l'instant. On a eu des petits pumps de Ethereum, des petits pumps du marché boursier altcoin, mais on n'a rien eu de semblable. Moi, j'ai vécu le cycle passé de 2020-2021. Je peux vous dire vraiment, là, ce qu'on vit aujourd'hui sur le altcoin, c'est rien du tout. Vraiment, on n'a rien du tout. Et en 2020-2021, je rappelle, pour ceux qui connaissent confirmeront, on était sur du plus 10% par jour. Par jour. C'est-à-dire au bout d'une semaine, on avait plus 50, même voire plus 100% sur certains altcoins. Et ça, ça a duré 3 mois, 3-4 mois. Donc, et ça, c'était valable. Ça avait commencé à partir, par exemple, en 2020, ça avait commencé à partir de, bah, vous voyez là, les performances d'ailleurs de Bitcoin en 2020, c'était à partir de septembre-octobre. Notamment, moi, je me souviens du VeChain qui nous avait fait une performance incroyable de plus 100% quasiment, déjà dès l'année du halving. Fin d'année halving, le 2020 là. Là, le VeChain, il nous a pas fait grand-chose là en performance depuis le halving de 2024. Donc, on n'a pas les mêmes comportements sur les altcoins. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Tout le monde a remarqué, hein, enfin une grande partie en tout cas, j'ai l'impression sur Twitter ou ailleurs, puisque voilà, il y a une certaine frustration. Hein, c'est clair et c'est logique. Mais c'est ça qui me fait dire qu'on est plus sur la même configuration exacte que sur les marchés précédents. Et ça ne peut être que expliqué qu'avec l'arrivée des institutionnels et du coup une temporalité qui est distordue sur ces cycles, ou alors la liquidité qui fait que on a moins de volatilité, peut-être. Allez, je continue avec un autre tweet, cette fois de Cointelegraph. Donc le billionnaire, donc milliardaire Ray Dalio, suggère en fait que tout le monde devrait détenir dans son portefeuille 15% en fait soit d'or, soit de Bitcoin, pour contrer tout simplement la dévaluation des monnaies fiat. Ray Dalio, je rappelle, c'est pas n'importe qui quand même. Ray Dalio, c'est le fondateur donc, de plusieurs livres. Hein. Il a fait plusieurs bouquins sur justement la fin du monde, en gros, économique. Alors la fin, pas du monde, bien sûr, tel qu'on l'a pas l'apocalypse, mais la fin, en fait, des monnaies fiat, tout simplement. Et ça fait déjà une vingtaine d'années qu'il le dit dans ses bouquins, qu'il explique pourquoi ça va arriver. Et donc, c'est justement avec la chute de la valeur des monnaies fiat qui fait que le système, avec les dettes imprimées en masse et à l'infini par les gouvernements, vont provoquer inévitablement en fait la banqueroute des États. Donc ça, c'est en partie, mais Ray Dalio, dans ses livres, va beaucoup plus loin, bien évidemment. Il parle même de social, d'écologie, enfin, il y a tout total. Et il explique pourquoi la société est destinée de toute façon à s'effondrer au niveau économique. Donc c'est très intéressant de voir que lui aussi, comme Robert Kiyosaki au final, hein, Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, déclare que lui aussi, il faut acheter de l'or, de l'argent, du Bitcoin, désormais.
Donc, c'est des gens quand même, plutôt qui ont réussi dans la vie, millionnaires, milliardaires. Euh, je pense que c'est intéressant d'écouter aussi ce qu'ils ont à dire, bien sûr en ayant toujours sa propre opinion sur les choses. Ça, c'est toujours très important, bien évidemment. Bon, bah écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui sur Bitcoin, mais vous l'avez compris, moi personnellement, je reste toujours hyper bullish, que ce soit même que ce soit court terme, moyen ou long terme, parce que court terme, on voit bien que là, on a encore de la marge, je pense, sur le Bitcoin. On va voir ce qui se passe, mais quand je vois les nouvelles des entreprises qui, malgré les corrections, tout ça, effectivement, ou les prises de profit, continuent de vouloir investir en masse dans le Bitcoin, bon, on a un tournant, quoi. On a un tournant, on a un FOMO institutionnel, et quand les gouvernements vont s'y mettre, alors là, ça va être le feu. Moyen, long terme, eh bien, ça va être la dévaluation des monnaies fiat qui font que automatiquement le Bitcoin, pour moi, peut franchement atteindre les 1 million de dollars d'ici 2030 très facilement. Bon, allez, je continue, je passe à VeChain désormais. Donc VeChain aussi a des choses intéressantes à dire. Je commence avec un premier tweet de la fondation VeChain. Donc, en fait, VeChain annonce un nouveau partenariat avec BitGo pour tout ce qui est l'aspect de adoption institutionnelle sur la blockchain, notamment pour VeChain. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on fait suite déjà au dernier partenariat annoncé par VeChain sur Franklin Templeton, notamment avec la tokenisation d'une plateforme. Et là, ça conforte encore plus VeChain avec ce nouveau partenariat. Donc, qu'est-ce que c'est en fait BitGo? BitGo, faut savoir que c'est un des leaders dans tout ce qui est la fourniture d'infrastructures. Alors, c'est noté en bas, hein, je vous présente un peu BitGo. Voilà, About BitGo. Donc, c'est un fournisseur d'infrastructures pour tout ce qui est les actifs digitaux, les solutions d'actifs digitaux. Donc, avec l'aspect de custody, c'est-à-dire stockage quelque part des crypto-monnaies, des wallets, donc les portefeuilles, notamment du staking, le trading, tout ce qui est l'aspect financier, et des services en lien avec les cold storage, donc le stockage à froid, hein, comme les clés Ledger, notamment tout ça, régulé. Donc ça a été fondé en 2013 et ils sont vraiment sur un aspect donc, institutionnel et ils permettent de sécuriser un petit peu tout cet ensemble-là. Donc ce partenariat avec VeChain, eh bien, ça va permettre justement à VeChain d'atteindre un niveau encore un cran au-dessus en termes de performance liée à la conformité, quelque part institutionnelle. Et l'objectif, eh bien voilà, c'est de valider la confiance. Ils le disent hein, clairement à travers la nouvelle blockchain, donc enfin quand je dis nouvelle blockchain VeChain Tor, en fait, c'est la blockchain avec le projet Renaissance. Donc, je pense que ce partenariat s'inscrit parfaitement dans ce projet Renaissance. Donc, c'est très intéressant. Surtout que là, il parle que la plateforme VBetterDAO a récemment atteint le 4 millions d'utilisateurs actifs. Donc là, il y a aussi le lien avec la plateforme la récente VBetterDAO, la crypto-monnaie B3TR. Et donc, on parle de 27,8 millions d'activités tokenisées en l'espace d'une année. Donc, c'est dingue. Là, ce qu'est en train de faire à VeChain, franchement, c'est un truc de fou, quoi. Et c'est les seuls à faire ça. Je rappelle que la plateforme VBetterDAO, c'est vraiment les seuls à réussir à tokeniser des actions réelles. Donc, je pense, là aussi, ça confirme que VeChain, c'est vraiment un ovni au sein du RWA. Donc, pour vous dire quand même, alors que le narratif du RWA est littéralement, et je vais en parler après, en train d'exploser, mais à un point record. Je continue. VeChain, là, très intéressant, c'est un article de CoinDesk qui a été sponsorisé par VeChain. Voilà, donc là, c'est VeChain qui a payé hein, en toute clarté cet article-là pour donner de la visibilité, je pense. Donc, l'adoption de masse de l'article, hein, en fait, ne ressemble pas forcément à la DeFi. C'est là où c'est intéressant, c'est la stratégie un peu de VeChain, mais ça ressemble plutôt en fait à un screenshot de café. Et effectivement, là, ils font référence à l'application au sein de la plateforme VBetter qui permet en fait de prendre donc, ces mugshots, qui permettent de prendre sa tasse de café en photo et d'être récompensé en B3TA derrière. Et donc, rien que cette application, on a déjà des millions de screenshots qui ont été effectués sur une année, donc c'est incroyable. Et c'est l'application numéro 1 au sein de la plateforme VBetter DAO. Donc là, on parle quand même, effectivement, comme je vous l'ai dit avant, de plus de 2,7 millions d'utilisateurs et de plus de 20 millions en fait, d'actions tokenisées qui ont été récompensées en crypto-monnaie derrière. Voilà. Donc ça, il parle de crypto en action, not abstraction.
Donc là, on voit qu'il vise, donc la photo, c'est Sonny Lula, c'est le PDG de la fondation VeChain, et à côté, c'est Dana White, le PDG de l'UFC, qui a révélé avoir en fait all-in sur VeChain. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Forcément, faut prendre avec des pincettes. Mais au niveau marketing, Dana White est à fond derrière VeChain. Donc là, on parle quand même de quelque chose où effectivement, il y a des signaux quand même très intéressants de succès de la blockchain VeChain, mais ça reste très particulier parce que la plateforme VBetterDAO fait partie de l'écosystème, notamment de VeChain Tor, mais le VeChain n'a pas est plutôt en lien indirect avec cette plateforme VBetterDAO. Donc je pense que le problème de VeChain, c'est qu'ils auraient peut-être dû mettre le paquet sur le VeChain notamment, et peut-être plutôt que de créer une nouvelle crypto B3TR, ça aurait été peut-être de mettre le VeChain à la place. Enfin, j'en sais rien, après je suis pas dans l'aspect technique et tout, peut-être que c'est pas faisable, c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait. Mais c'est vrai que du coup, le VeChain gravite autour de cet écosystème-là et ne devient plus le moteur essentiel. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, ils ont mis le projet Renaissance à côté, mais on va voir ce que ça donne, notamment avec le staking. Je rappelle aussi, alors là, j'ai pas mis les chiffres, mais on a atteint les 5,4 milliards de VeChain stakés avec justement le projet Stargate. Donc ça a augmenté de 100 millions en une semaine. Donc ça continue de monter, hein, c'est intéressant ce projet Stargate, mais on voit que ça commence à atteindre un plafond entre guillemets. Allez, je continue toujours avec VeChain. Donc là, j'ai les statistiques de VeChain et donc on a passé la barre des 10 700 000, donc 700 000 nouveaux portefeuilles créés sur l'écosystème de VeChain Tor. On voit qu'on est toujours avec un momentum quand même très puissant de 64 000 nouvelles adresses par jour au moment où je fais la vidéo. Pareil pour tout ce qui est, alors là, pour les tokens et le nombre de holders, on voit que VeChain repart légèrement à la hausse, mais bon, c'est pas encore ça, hein. On voit que il n'y a pas un momentum puissant comme notamment le VTHO. Donc là, VTHO, on voit que ça part bien à la hausse. Et surtout B3TR qui a dépassé les 2 millions de détenteurs de B3TR. Donc on voit qu'aujourd'hui, l'écosystème de VeChain est propulsé non pas par VeChain, ce que je vous disais là au préalable, mais vraiment par le VTHO et les B3TR qui sont au centre de cette application BBetterDAO. Donc c'est un peu le danger là, de VeChain, c'est que finalement, les investisseurs préfèrent investir dans le VTHO et le B3TR plutôt que le VeChain en soi. Donc ça reste à voir sur le long terme un peu ce que ça donne, mais voilà. Parce que ils préfèrent investir tout sur la crypto-monnaie B3TR peut-être, qui est directement en lien avec la tokenisation des actions réelles, plutôt que VeChain qui est en fait un peu qui gravite autour. Donc ça c'est peut-être une erreur, je sais pas si c'est une erreur, peut-être vous me mettez en commentaire ce que vous en pensez. Mais je me demande si c'est pas une erreur de VeChain même d'avoir créé ce système avec 3 en fait tokens sur une seule et même blockchain en fait. Je sais pas, c'est à voir. À voir au niveau stratégique ce que ça a donné par la suite. Peut-être que ça marchera très bien et qu'on aura de belles surprises pour VeChain à l'avenir. Allez, je continue. Donc là, j'ai passé toujours, je reste toujours au RWA, mais j'ai passé au RWA financier, notamment avec Hondo Finance. Et là, vous voyez, on a un tweet de Hondo Finance directement qui fait référence en fait carrément à un rapport de la Maison Blanche qui, elle, cite directement le projet Hondo Finance dans son rapport. Et c'est hyper intéressant parce que derrière, en fait, on a justement cette partie-là. Avec ce schéma, regardez un peu ce schéma, ça c'est directement comme l'indique Hondo Finance, en fait, les explications de tokenisation de la Maison Blanche, dans le rapport de la Maison Blanche, donc il y a même la page, je crois que c'est la page 41 du rapport de la Maison Blanche sur, en fait, le nouveau projet crypto américain. Donc, je vais en parler après dans les actualités crypto plus générales, mais là, on a quelque chose d'énorme quand même qui est sorti aux États-Unis, qui d'ailleurs a fait étonnamment pas de remous sur les prix, parce qu'on a une correction, alors qu'on a quand même eu quelque chose de très puissant en termes de narratif positif qui est sorti de la part de la Maison-Blanche aux États-Unis, de la part quand même du gouvernement américain. C'est-à-dire qu'on a un projet crypto là, qui est lancé officiellement avec l'explication de comment fonctionne déjà le marché, la tokenisation, et donc ils ont pris en exemple Hondo Finance quand même, pour dire un peu le délire de ce projet-là, c'est qu'il est pris en référence par la Maison-Blanche. Et donc ils expliquent, voilà, ils ont mis Hondo Finance en schéma au milieu avec donc les prix, en fait, affichés en temps réel quelque part, les smart contracts, les actifs, en fait, en custody, c'est-à-dire stockés, et les intermédiaires, en fait, qui permettent de
d'assurer les transactions. Et à gauche, vous avez la finance traditionnelle, vous voyez financier, avec notamment les actifs boursiers, les prêts, les commodities, c'est-à-dire l'homme, le pétrole, voilà, les ressources naturelles, tous les actifs en fait connus de la finance traditionnelle, l'immobilier, real estate. Vous voyez, donc c'est pas moi qui le dis, hein, quand je vous dis la tokenisation, c'est vraiment un truc, tout est concerné dans la tokenisation. C'est pas moi qui le dis, c'est la Maison Blanche carrément qui fait son petit schéma. Même Hondo Finance semble surpris d'être apparu dans ce rapport-là quand même. Faut le faire. Et donc, en fait, ils expliquent que tout ça, quelque part, ça passe par des plateformes, des infrastructures comme Hondo Finance, qui derrière, en fait, utilisent et convertissent tout cela. Vous voyez, on a les flèches qui passent de la gauche vers la droite, je ne vous dis pas de bêtises, vers en fait une tokenisation de ces actifs-là sur la blockchain derrière. Et donc, ça se transforme tout ça, eh bien, en mise en place de ces actifs-là sur la blockchain. C'est comme une conversion, en fait, si vous voulez. Et là, on explique que, regardez, ils expliquent à gauche, on a en fait des accès restreints. Là aussi, c'est pas moi qui le dis, c'est la Maison Blanche. Des mouvements qui sont limités et en fait des plateformes qui sont centralisées quelque part et donc pas vraiment sécurisées. Et effectivement, lock-in, donc ça veut dire que vous pouvez pas, par exemple, retirer vos fonds le week-end. Voilà. Et de l'autre côté, quand vous avez les actifs qui sont tokenisés sur la blockchain, eh bien vous avez des mouvements 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un accès global sans restriction, et enfin, vous avez un stockage que vous contrôlez, une certaine décentralisation, quelque part. Voilà, donc quand je vous dis, et voilà, et là c'est bien parce qu'on a l'exemple même de la Maison Blanche, avec une légitimité quand même absolue, quand je vous dis on est face en fait à une révolution vraiment monétaire, économique, et qui est digne d'une révolution d'Internet combinée à celle de la révolution industrielle, c'est-à-dire que là, on a absolument toute l'économie telle qu'on la connaît qui est en train de basculer vers en fait un mode 2.0. Voilà. Donc Hondo Finance, sans difficulté, en plus, ils apparaissent dans le livre de la Maison Blanche, ça va être un incontournable à l'avenir, donc en investissement, je pense que ça peut faire des gros gains, cette plateforme-là. Voilà. Clairement. Et donc on voit bien que le RWA, c'est pas quelque chose d'éphémère. C'est quelque chose qui va rester, qui va s'intensifier. C'est obligé, du coup. Bon. Bon, allez, je continue. Vous voyez, c'est dingue quand même ce qu'on vit là. C'est fou. Et ça, aujourd'hui, vous parlez dans la rue à n'importe qui de la tokenisation d'actifs, vous regardez avec des billes en mode qu'il faut aller chez les fous, quoi. Voilà. Parce que c'est pas encore d'actualité. Donc là, on est vraiment early, on est vraiment au tout début de quelque chose de très très révolutionnaire. Bon, là je continue, donc toujours avec Hondo Finance, un petit exemple de cette infrastructure. Donc en fait, construction d'infrastructure qui grossit au fur et à mesure du temps, puisqu'on a Fluide, je connais pas trop, je sais pas ce que c'est, je connaissais pas jusqu'à maintenant. C'est en fait une entreprise c'est un protocole DeFi. Voilà. Bon, qui est venu rejoindre en fait l'alliance du global market de Hondo. Voilà, on en est en tout cas au niveau du RWA, là, ça bouge beaucoup en ce moment, et ce n'est que le début, vous l'avez compris. Donc là, je passe à Ripple, et là aussi, on a des chiffres qui corroborent un petit peu ce que je vous disais avec Hondo Finance. Donc Ripple et le XRP, donc en fait, on fait un bilan du rapport, par exemple, des milliards investis par les banques, notamment dans le marché de la blockchain. Et donc là, on parle depuis 2020, en fait, de banques qui ont investi plus de 100 milliards de dollars dans des compagnies, donc c'est-à-dire des entreprises blockchain. On parle aussi de 700 milliards de dollars donc, par mois, en fait, de volume de stablecoin en moyenne désormais. Et on parle d'une projection d'assets tokenisés d'ici 2033 de 18 trillions de dollars. Voilà. Donc 18 trillions de dollars, maintenant, moi j'ai voulu quand même creuser cet aspect-là, parce que c'est vrai qu'on entend plusieurs chiffres, on entend 18 trillions, 27 trillions de dollars d'un côté, machin. Donc j'ai voulu creuser un petit peu ça, c'est pour ça que je trouve une plateforme très sympa, donc vous la connaissez peut-être déjà, c'est rwa.xyz. Et en fait, cette plateforme, voilà, ça charge, désolé de mon PC, il est à la ramasse. Cette plateforme répertorie en fait tous les volumes
liées à la tokenisation d'actifs, donc quel que soit le secteur, et avec notamment les infrastructures, c'est-à-dire les écosystèmes crypto, qui permettent justement cet aspect de tokenisation d'actifs. Donc dedans, on retrouve en fait tous les Layer 1 en lien avec le RWA, donc vous trouverez Ethereum, Avalanche, il y a également Solana, qui est concerné notamment avec l'arrivée des derniers, vous savez, des derniers tokenisations d'actifs. Hein. Solana a fait un gros record, un gros tabac là, il n'y a pas longtemps. Il y a également des projets très intéressants, notamment comme Plume. Je ne connaissais pas, et justement, j'ai découvert ça grâce à cette application, enfin ce site internet app.rwa.xyz, et avec des pépites au final, qui sont en train de vraiment de sortir. Donc je vais vous présenter tout ça, hein. Ça s'appelle Plume. Voilà. Bon, ça commence à arriver. Donc vous voyez que là, en fait, vous avez tous les actifs qui sont classés, donc stablecoin, les bons du trésor américain, le crédit privé, les commodities comme le pétrole, les ressources naturelles. Enfin, vous avez tout, quoi. C'est-à-dire, vous avez toute la finance traditionnelle, telle qu'on la connaît, l'économie, en fait. Bon. Et donc, vous voyez que là, en termes du market global, dans le RWA, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a actuellement 339 230 détenteurs, en fait, d'actifs liés au RWA, donc toutes catégories confondues. Hein. Vous voyez, ça peut être des bons de trésor, des actifs boursiers, etc. classiques sur la blockchain, hein, bien évidemment, tout ça sur la blockchain. Vous avez 256 en fait fournisseurs de RWA quelque part, et donc on a un marché déjà de 25,22 milliards de dollars. Donc quand je vous dis qu'on a des projections, on a des projections de quand même 18 trillions de dollars, 27 trillions de dollars d'ici 2030, 2033. Enfin, je rappelle quand même que il y a 3 ans, le marché du RWA était de 675 millions de dollars. Ah, je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Donc on a fait un x100 l'espace de 5 ans, quoi. Un x100. Et le RWA en 2021, c'était un petit truc, mais ça a monté doucement. Là, aujourd'hui, en 2025, regardez un peu la courbe. Là, on passe sur une courbe qui vraiment est en train de passer en ligne droite, quoi. Sur tous les aspects. Et notamment, on voit que le plus gros, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le crédit privé. Donc, le RWA dans le crédit privé, c'est le marché en fait le plus prometteur. Et là, il y aura le plus de liquidité forcément parce qu'on repasse en fait sur les dettes, on est en train de tokeniser les dettes. Ça, bon, c'est malheureux pour les gens qui ont bien passé par là au niveau du crédit, mais ça va aussi permettre de faire plusieurs choses, c'est-à-dire d'avoir d'autres intermédiaires que les banques. Plus d'intermédiaires là pour prendre vos crédits, on passe par la tokenisation d'actifs, les smart contracts, etc. Vous avez déjà passé un petit exemple, notamment sur Ripple, il y avait un projet en Afrique là qui était basé sur ça, sur les pâturages et tout, les smart contracts. Si les satellites détectaient que les capteurs, il y avait une température trop sèche et que les éleveurs étaient de perdre leur pâturage, et donc leurs bêtes au passage avec le manque de nourriture, eh bien vous avez des fonds qui étaient automatiquement débloqués en crédit privé quelque part pour pour que ces éleveurs-là puissent acheter rapidement en fait de nouveaux pâturages pour leurs bêtes. Voilà un peu le délire en fait dans lequel on est en train de rentrer grâce à la blockchain, on est en train de tout rendre hyper efficace en fait. Et donc vous voyez que là on a un énorme marché sur les stablecoins. C'est ça c'est ça qui pousse actuellement le RWA. Et on voit qu'au final, par rapport au RWA tel que moi je le parle, c'est-à-dire les bons du trésor, les actifs boursiers, etc., on est encore très loin de ce marché du stablecoin. On le voit, donc là, il y a un rattrapage qui va se faire, parce que regardez l'évolution, on a plus 22% en 30 jours sur le nombre de détenteurs en fait, de RWA en termes d'actifs boursiers et non pas en termes de stablecoin. C'est là où c'est intéressant. Et là où c'est aussi intéressant, donc je vous en parle parce que même pour vous, pour analyser un petit peu les tendances sur le RWA, va vous faire votre propre opinion, donc je vous mettrai en lien ce site, c'est vraiment très intéressant, mais ce que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est ça. Donc là, on a en fait ce qu'on appelle les issueurs les réseaux en fait en lien avec le RWA qui permettent justement d'acheter des actifs en lien avec le RWA, donc il y a Ethereum forcément hein, qui est au milieu, qui détient 55,23% du marché du RWA. Donc là, on comprend bien pourquoi les institutionnels se jettent sur Ethereum, en fait. Le narratif du RWA, c'est le narratif par excellence, on l'a compris. Actuellement,
Mais le plus gros en fait marché du RWA se situe sur Ethereum. Donc, bah voilà, pas besoin de faire 1 puissant égale 2 quoi. Bon, bah, vous investissez sur Ethereum, vous investissez sur la plus grosse part du marché du RWA. Voilà. Donc ensuite, vous avez ZK5ERA. Donc là, on a 18,9% en fait de part du marché sur RWA. Donc je ne connais pas. Vous voyez, c'est là où c'est intéressant en fait. On voit un peu les leaders. Et après, vous avez donc Aptos, Solana. Donc Solana, comme vous pouvez voir ici, qui a bien explosé là ces derniers temps. Stellar, Polygon, Arbitrum, Algorand, Avalanche, Plume. Et maintenant, après, j'ai voulu détailler un petit peu tout ça. Je me dis, bah, ok, quand on voit Ethereum 55,23% du marché, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Donc, j'ai cliqué sur Ethereum, et là, on voit, regardez, donc, la valeur en RWA, on est à 7,10 milliards de dollars. On a 82 030 détenteurs de RWA quand on parle, alors, là aussi, on parle d'actifs boursiers tokenisés, bons du trésor, ce genre de choses. Mais par contre, là où en fait Ethereum tire son épingle du jeu, c'est le nombre de détenteurs de stablecoin. Pareil, là ils ont un énorme bag en stablecoin et effectivement vous avez l'USDT, tout ça, bah, c'est lié à Ethereum, ça depuis très longtemps. Et donc en fait, Ethereum n'est pas vraiment dans le RWA des marchés boursiers, tels que les bons du trésor américain, tout ça, ils sont vraiment sur l'aspect du marché stablecoin. Voilà, ça que je trouve intéressant. Et donc c'est là où quand je fais le comparatif avec d'autres pépites, bah, on voit qu'en fait, sur le marché du RWA classique, bon de trésor, etc., c'est pas Ethereum les leaders. Parce qu'on voit que là, le nombre total de détenteurs de RWA en termes d'actifs boursiers, etc., tokenisés, c'est 339 230. Donc on voit bien que là, on est loin des 55% pour les détenteurs parce que Ethereum est à 80 000 holders. Et donc, là où je trouvais vraiment, je pense, une bonne pépite, c'est Plume. Regardez Plume. D'ailleurs, Plume, sur les 30 derniers jours, je crois, ils ont fait des braquages, puisque là, ils sont notamment en top 3, vous voyez, en termes de transactions, en dollars, sur les 3 derniers jours. Mais c'est pas tout. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur Plume, qui est en 10e position dans ce secteur-là, on est regardé un peu les performances, quoi. C'est-à-dire que là, on est sur une pépite, en fait. On est sur une pépite qui est en train de démarrer, qui a démarré en mai 2025 et qui est en train de décrocher des records, là, en termes de performance, de nombre de holders. Regardez, on est au double, on a dépassé, en fait, le nombre de détenteurs de RWA par rapport à Ethereum. Parce que vous vous rendez compte, quand même, le délire. Et donc, par contre, là où ça pêche, et c'est ce qui explique pourquoi Plume n'est pas en première position par rapport à Ethereum, c'est que c'est le nombre de stablecoin holders. On est très loin d'Ethereum. Donc, je vous dis, Ethereum est vraiment en train de tabler sur le marché du stablecoin. Voilà. Mais en termes de détenteurs de RWA liés au bon du trésor et tout, et ben en fait, c'est Plume qui est leader. Là, c'est intéressant. Et surtout, ils détiennent 50%, pour eux, pour le coup, plus de 50% du marché de nombre de détenteurs du marché du vrai RWA, quoi. C'est-à-dire bon, le trésor américain, tout ça, et pas les stablecoins. Voilà. Donc c'est là où c'est intéressant. Et donc du coup, moi je suis allé chercher après Plume, je suis intéressé au projet, forcément, ça m'a un peu tilté. Et donc je suis allé sur CoinMarketCap, je vais vous montrer, hein, le market cap. Donc vous voyez, et là on a vraiment des bonnes surprises. C'est-à-dire que Plume, c'est un projet. Alors après, je vous invite à faire vos propres recherches. Bien évidemment, je rappelle, je ne suis pas un conseiller financier, ni en investissement. J'ai pas la science infuse. Encore une fois, je connais pas l'avenir. Juste, je vous indique un petit peu et je vous indique toutes les sources que vous pouvez vous-même en fait regarder pour vous faire votre propre opinion. Très important. Ah, donc vous voyez Plume, donc là si on est sur une performance, bah, c'est sorti en mai, donc forcément c'est récent, hein, très récent, mais vous avez quand même une courbe qui est descendante là, qui est descendante au niveau des prix, donc on est un plus bas jamais eu apparemment, mais surtout moi ce qui m'interpelle c'est que par rapport à la puissance de feu là, parce qu'on est quand même dans le top 10 du RWA sur le site que je vous donnais rwa.xyz, avec un market cap de seulement 181 millions de dollars. Donc on a un market cap vraiment extrêmement bas par rapport au potentiel du projet, quand je vois qu'ils sont en train de capter quand même 50% du marché, du nombre de détenteurs de vrais RWA, c'est-à-dire bon trésor américain, tout ça, sur le network en fait. Enfin,
C'est dingue. Et là, je fais le comparatif par rapport à Avalanche. Dans Avalanche, gros projet, solide, plutôt ancien. Et là, on a un marché, regardez, on a un market cap de 7,7 milliards. Pour vous donner le comparatif. Bon. Donc Avalanche en 9e position, Plume étant 10e position. Regardez, je vous invente rien. Hop, voilà. Avalanche 9e position, Plume 10e position. Délire. Bon. Donc, il y a des choses à voir quand même. Donc, quand on sait, enfin, moi, je suis persuadé que quand je vois ces courbes, que le marché du RWA, c'est l'avenir. Et encore plus quand on fait le parallèle avec ce que je vous montrais sur notamment Hondo, avec le graphique de la Maison Blanche, qui montre justement, en fait, l'avenir, c'est la tokenisation d'actifs pour la révolution de la finance, quoi. Simplement. Bon, allez, je continue. Maintenant, j'ai passé à tout ce qui est les actualités crypto en plus général, et on y va, et après je passerai aux actualités économiques également. J'ai un premier article de cryptost.fr. La SEC lance le projet crypto pour mettre les marchés américains sur la blockchain. Voilà, donc on a eu un rapport de la Maison Blanche, délire absolu, vous l'avez compris avec le RWA, mais en plus on a eu la SEC, donc la Securities Exchange Commission, qui était anti-crypto quasiment depuis au moment, vous savez, quand il y avait Gary Gensler à la tête de cette agence fédérale, et bien depuis qu'il n'y est plus, forcément on a une administration pro-crypto avec Trump, et donc la SEC carrément maintenant lance un projet crypto, et en fait veut tokeniser tout simplement tous les actifs qu'on connaît de l'économie actuelle sur la blockchain. Voilà. Donc depuis l'arrivée de Paul Atkins à la tête de la Securities and Exchange Commission américaine, la tendance est à l'ouverture réglementaire pour le secteur des crypto-monnaies. Un changement de dynamique qui vient de prendre un tournant historique avec le lancement du projet crypto. Donc, c'est carrément les gouvernements maintenant américains qui veulent tokeniser en fait absolument tout. Voilà. Donc, mais plus narratif, plus bullish que ça, vous pouvez pas. Là, j'ai notre article de journalducoin.com, la Deutsche Bank soutient le lancement du stablecoin EURAU sur Ethereum. Voilà, donc là on comprend mieux pourquoi Ethereum c'est le leader en termes de stablecoin, en termes de network, le layer 1 basé sur le RWA en termes de stablecoin. Parce qu'effectivement, le RWA c'est à la fois les stablecoins et à la fois le reste. Mais je pense que le vrai narratif vraiment sous-évalué, sous-coté, c'est le RWA lié avec les actifs boursiers, etc. Et la tokenisation des bons de trésor également. Cointribune.com, donc Visa passe à la vitesse supérieure avec les stablecoins toujours. Donc on voit bien que c'est là où Ethereum tire son épingle du jeu. Je continue, donc là, Cointelegraph France, les avoirs de Tether en bons du trésor américain atteignent 127 milliards de dollars, dépassant la Corée du Sud. Est-ce que vous vous rendez compte quand même le délire? On a une entreprise, donc Tether, qui a plus de bons du trésor américain qu'un pays, quoi. Comme la Corée du Sud, et pas n'importe quel pays. C'est vraiment une folie. Donc, bon. Donc l'avenir, il est là. L'avenir, il est dans la crypto-monnaie. L'avenir économique, il est dans la blockchain. L'avenir économique et la liquidité, elle se dirige aujourd'hui vers les stablecoins, le RWA, etc. Voilà, c'est les chiffres qui parlent, hein. Je vous invente rien. Bon. Donc maintenant, j'ai passé aux actualités économiques, et là, on va mettre en lumière, en fait, justement, le déclin de l'empire occidental, quelque part, hein, en lien avec les monnaies fiat et les dettes. On voit que ça ne marche plus. Donc je commence avec les actualités économiques. Je commence avec legaz.fr. Vous allez payer beaucoup plus cher, en fait, dès le 1er août. Un expert prévient que la hausse brutale de la TVA sur l'énergie va ruiner des millions de foyers français. Bon, donc la hausse imminente de la TVA sur les abonnements d'énergie en France, passant de 5,5 à 20%, suscite des interrogations. Sans déconner. Donc, voilà, déjà, on voit bien qu'on est dans un système qui ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des dettes qui croulent, en fait, de la part des États, hein, tous les États européens, occidentaux et même mondiaux, plus ou moins. Donc, la solution, c'est de faire fonctionner la planche à billets, d'évaluation des monnaies, et donc, inflation, et surtout, pour les États, pour financer leur dette publique, ils ont le choix, hein, mais ils ne trouvent pas, eux, le choix de faire autre chose que d'augmenter les taxes, les impôts, et donc de couler encore plus le pays. Au final, pour ceux qui ont compris la loi de Laffer, savent de quoi je parle en fait. Voilà, c'est plus d'augmenter les impôts et les taxes, à un moment ça devient de moins en moins efficace au final.
Donc on est en plein dedans là. D'ailleurs, là, on nage dans le délire, pas de 5,5 à 20%. Il nous faut une belle augmentation là sur les prix de l'électricité, donc alors qu'on est censé être indépendant au niveau énergétique, on s'est auto-sabordé, enfin eux, ils nous ont auto-sabordé parce que c'est une décision politique quand ils ont pris leurs sanctions contre la Russie pour une guerre, désolé, mais qui ne nous concerne pas. Bah aujourd'hui, on paye les pots cassés là-dessus. Mais ils disent que c'est notre faute, donc ils se répercutent sur nous pour étayer en fait leur propre faute au final. Tout comme ça, c'est tout comme ça. Et donc c'est pas fini, donc là je suis carrément sur la direction générale du Trésor. Alors vous voyez, c'est quand même... Donc droit de douane américain et réponse européenne. Alors là on va rigoler. La réponse européenne, vraiment, je vous dis, je trouve que c'est une blague à la base, mais non, c'était pas une blague. Donc bah déjà, on l'a vu, hein, on l'a vu déjà. Les mesures américaines dites réciproques annoncées le 2 avril 2025, c'était quoi? C'était un accord de principe conclu donc le 27 juillet 2025 entre Ursula von der Leyen, donc la présidente de la Commission européenne, et donc Donald Trump, hein, les États-Unis, pour en fait un taux à 15% de droits de douane à l'encontre de l'Union européenne. Donc je rappelle que les États-Unis, eux, n'ont pas de taxes du coup, donc il n'y a que nous qui allons payer 15%. Déjà, ok. Ce taux, en plus, c'est pas fini. Ce taux est un plancher, c'est-à-dire que 15%, c'est-à-dire minimum, en fait. Et donc, vous avez plein de produits autres qui peuvent avoir des taux, donc notamment en France, je pense au vin, notamment spiritueux, bah, ça peut apparemment être plus que 15%, ça peut être 20, 25, 30%. Donc, 15%, c'est le taux plancher. C'est écrit noir sur blanc. Voilà, ce taux est un plancher. Donc vraiment, on s'est fait douiller, quoi. On s'est fait douiller. Bon. Donc voilà, c'est ce droit de douane de 15% entre en vigueur le 7 août. Et il y a un droit additionnel de 10% reste en vigueur jusqu'à cette date. Donc là, on a 10% déjà apparemment, et ça passe à 15%. Bon. Donc c'est dingue. Et donc maintenant, les contre-mesures, c'est là où on rigole. On se dit, mais on prend pour qui? Contre-mesures adoptées le 24 juillet 2025 afin de répondre aux mesures commerciales prises par les États-Unis qui affectent les exportations européennes. L'Union européenne a adopté le 24 juillet un paquet de contre-mesures. Alors déjà un paquet, il y a 2 contre-mesures. J'explique déjà où il est le paquet. Bon. L'imposition de manière séquencée à compter du 7 août, entendez bien le délire, hein, le droit de douane additionnel d'un taux allant jusqu'à 30% sur 93 milliards d'euros d'importation européenne de biens originaires des États-Unis. Ils vont imposer qui? Ben, c'est nous, Français. J'avoue, j'ai pas tout compris là. L'imposition, ils peuvent pas imposer. Ben bref, ok, pourquoi pas? Sur 93 milliards d'euros, d'accord. Et l'interdiction à compter du 7 septembre de l'exportation vers les États-Unis de déchets et débris d'acier et d'aluminium représentant environ 94 millions d'euros. Mais là, c'est pareil. C'est-à-dire, qui c'est qui est vraiment pénalisé? Ça va être les gens qui sont au sein de l'Union européenne, qui ne pourront pas exporter vers les États-Unis. Donc on délire. En fait. Puis même 94 millions d'euros, c'est quoi? C'est une goutte d'eau. Donc on rigole en fait. Et c'est tout. Ce paquet unique, ils appellent ça paquet de mesures. Dans une qui ne sert à rien, l'interdiction compter de. Ben bref. Donc on voit bien qu'on s'est fait douiller quoi. Enfin, il n'y a rien à dire. Bon. Voilà, on est, c'est-à-dire que on voit bien qu'on est les vassaux en fait des États-Unis. Si on n'a pas été capable, nous, de réagir réellement, c'est qu'on est les vassaux complètement des États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qui était dit et traité de complotisme depuis 5 ans, même 10 ans. Bah, aujourd'hui, on le voit, c'est-à-dire que Trump il met un paquet de sanctions contre enfin, il nous a mis un paquet de sanctions là, en fait, quelque part. Voilà, super. Donc, il nous a plus mis la douille qu'en fait que la Russie là. Bon, on rigole, hein. Donc après, je passe là-dessus, je vais pas épiloguer là-dessus, ça sert à rien. Passer au cours de l'euro par rapport au dollar. Ouais, donc là, sur un mois, eh bien, le cours de l'euro repasse à la hausse par rapport au dollar. Donc c'est vrai que là, comme Donald Trump a mis le paquet sur les tarifs douaniers dans tous les sens hein, au niveau mondial, lui, il y va pas de main morte, forcément, le dollar a pris cher. Mais bon, il s'en fout, parce que lui, c'était justement ce qu'il voulait faire, pour favoriser justement les exportations vers les autres pays au niveau mondial, et favoriser également, eh bien, profiter des droits de douane. Donc c'est là où c'est intelligent quand même. Le gars, c'est un businessman, il n'est pas aussi fou qu'on le paraît qu'on le pense en fait.
Donc, vous voyez que là, le dollar reprend sa chute par rapport à l'euro en tout cas. Donc, nous, c'est une bonne chose en fait pour quelque part pour les importations, mais pour les exportations, forcément, c'est plus dur. Bon. Et ensuite, l'or, là, nous rappelle effectivement qu'on a une semaine compliquée, puisque l'or est reparti à la hausse toute la semaine, au fur et à mesure que les marchés boursiers et crypto ont dévissé. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, la règle se confirme, à chaque fois qu'on a une instabilité géopolitique, des tarifs douaniers, quelque chose qui déstabilise le monde, eh bien, on a l'or qui reprend du poil de la bête. Donc, l'or confirme sa position de leader en termes de bouclier contre les imprévus au niveau économique et financier. Voilà, bon, ce sera tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas, si vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires également, ça fait toujours plaisir de savoir en fait ce que vous en pensez. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine, la semaine prochaine. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine. La bise, ciao.